Merci d'être venu. Ne vous endormez pas trop vite après ce bon déjeuner. Nous allons essayer de vous réveiller en abordant un problème sérieux qui cache de multiples autres problèmes. Je vous le dis pour qu'on soit tous d'accord. Le titre de la conférence, c'est de la table ronde, c'est Environnement urbain, intelligence des territoires, développement économique. Si tout va bien, on termine vers 11 h du soir. Alors, on va commencer par... je vous demande de vous présenter en 1 minute à peu près, et ensuite on va passer à la conversation. Et comme je n'ai aucun respect, je tutoie Mohamed, je tutoie Cécile, je vous vois Selma, mais on fait ça sur la base des prénoms et le moins formel possible. Cécile. Bonjour à tous, merci Francis. Donc, mon nom est Cécile Maisonneuve, je préside la Fabrique de la Cité. Et la Fabrique de la Cité, c'est un laboratoire d'innovation. Mon métier au quotidien, c'est de travailler sur la prospective urbaine, les innovations urbaines et de comprendre ce qui se joue quand on parle de la ville de demain en termes de mobilité, en termes de logement, d'énergie, d'évolution des villes face aux grands défis que sont le changement climatique, la pauvreté, les mouvements migratoires. Donc ceci, nous le faisons à la Fabrique de la Cité dans une perspective pluridisciplinaire, dans une perspective internationale également, car même si, on le sait bien, chaque ville a son ADN, son histoire, sa géographie, les villes aiment se comparer, se confronter, et de ces échanges, je pense qu'on est là aussi pour ça aujourd'hui, naissent des projets, des idées et des nouvelles manières de fabriquer la cité. Selma. Oui, bonjour tout le monde. Donc je suis Selma Zouari, je suis économiste, professeur de l'Université de Carthage et chercheur à l'Université de Sfax, retraitée depuis octobre dernier. Et j'ai été intéressée par la problématique des villes en tant que citoyenne à Sfax. J'ai participé à la stratégie de développement du Grand Sfax déjà en 2002 et j'ai été particulièrement interpellée par la problématique du développement du territoire, du développement régional après 2011 en Tunisie. Voilà. Merci Mohamed. Merci beaucoup Francis. Je suis Mohamed Heddi, je suis professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. De quelle ville? Pardon? De quelle ville? Rabat. Et je suis donc professeur j'enseigne une discipline qui me tient tellement à cœur, c'est le développement territorial. Et je l'ai élevé, nous l'avons élevé, plutôt une équipe, toute une équipe au rang justement d'une école doctorale sur la gestion de risque et le développement territorial. Et je crois qu'on est en plein dedans, dans la thématique. Et la thématique me permet justement d'émettre un point de vue sur le développement qui est autre que celui que nous voyons, sur le territoire qui est autre que nous vivons, et sur la ville qui est autre que celle que nous subissons. Merci. En ce qui me concerne, je suis journaliste, je travaille avec Le Monde en ce moment, et après avoir couvert d'abord des révolutions politiques, puis les technologies de l'information et l'innovation, je travaille sur les villes et sur la nouvelle section qui s'est ouverte au monde depuis 3 ans, qu'on trouve sur le web, sur les villes intelligentes. Donc maintenant, nous avons l'honneur d'avoir 2 textes qui ont été proposés par Mohamed et par Selma et qui sont des appels à la réflexion avant de commencer la discussion. Je vais commencer par vous lire un texte choisi par Selma Zouari. Ce sont des propos tenus par Jean-Paul Fitoussi, qui est le coordinateur de la Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social. Un haut taux de croissance est-il une garantie de progrès économique et social? Non. Car ce qui importe, c'est la répartition des fruits de la croissance. On peut avoir des taux de croissance très élevés en même temps qu'une détérioration importante de la situation de la part la plus pauvre de la population. Et quand je dis cela, je parle de 60% de la population. Par exemple, de 2000 à 2008, le PIB américain par tête a augmenté de 9%. Or, pendant la même période, 50% de la population a vu son revenu baisser de 4%.
C'est typiquement une croissance qui s'accompagne d'une régression sociale. Mesurer le progrès économique et social, c'est mesurer ce qui importe le plus pour la vie des gens, la qualité de leur vie. La qualité de vie a des déterminants objectifs et mesurables, comme les revenus, la richesse, le niveau d'éducation, le niveau de santé, ou encore le degré de confiance qu'ont les habitants dans leur système judiciaire. Ce dernier point est intéressant. Si les gens se méfient les uns des autres et se font des procès à tout bout de champ, c'est un signe de la dégradation du bien-être. Et dans le même temps, un accroissement du PIB, car il va y avoir davantage d'avocats, de juges, etc. En ce qui concerne les déterminants subjectifs, toutes les enquêtes réalisées auprès des chômeurs dans tous les pays du monde ont montré que le coût du chômage était beaucoup plus élevé que la perte pécuniaire que subissaient les chômeurs. Le coût ressenti par les individus au chômage, c'est la perte d'identité, leur sentiment d'inutilité, la multiplication des maladies psychosomatiques et psychiques dans la population des chômeurs. Mesurer le progrès social, c'est mesurer la soutenabilité, ce que nous léguons aux générations futures. C'est un problème essentiel aujourd'hui, puisqu'il englobe à la fois le capital physique, le capital humain, mais surtout l'environnement et le capital naturel. Et si nous n'avons pas d'indicateur de soutenabilité, nous pouvons être exposés à des catastrophes que nous ne voyons pas venir. Est-ce que... On va d'abord demander, pour changer, les réactions des deux autres personnes, et après on passera au deuxième texte. Cécile, j'ai vu que tu prenais plein de notes. Oui, moi j'ai noté, il y a deux mots qui m'ont intéressé. Il y a le mot répartition et le mot qualité de vie. Répartition, donc là Jean-Paul Fitoussi parle de la répartition per capita, mais je pense que ça sera intéressant de parler de la répartition territoriale et de la spatialisation des effets de la croissance, première remarque. Deuxième remarque, l'autre mot qui m'a intéressé, c'est la qualité de vie. Alors il se trouve que cette année, à la Fabrique de la Cité, on organise notre séminaire international sur qu'est-ce que la qualité de vie urbaine, et on l'organise à Vienne, en Autriche, et je serais ravie de vous expliquer pourquoi on a choisi cette ville. Mohamed. Oui, enfin pour ma part, je fais mienne d'abord des remarques de Cécile. Et j'en rajoute, c'est que finalement, un développement qui est construit sur la croissance. Et là, ça pose énormément de questions pour moi, c'est-à-dire la croissance au profit de qui? Dans un développement qui est justement monopolistique, où il y a des inclus et des exclus. Déjà, il y a une interrogation dans ce sens. La deuxième remarque, c'est le mot méfiance, à laquelle j'ajoute défiance. Défiance, et nous sommes en train justement de fabriquer, nous inscrivons dans un développement qui est véritablement, plutôt que de produire, on va réconforter l'altérité, justement promeut la défiance et qui transforme justement le territoire d'une arène où il n'y a pas de règles, si ce n'est celle du capital. Le tout m'amène à parler troisième, madame a parlé du capital naturel, moi je parlais de l'érosion du capital confiance. Du capital confiance qui, véritablement, il y a une érosion monumentale et qui mérite quand même d'être investiguée. Merci. Merci. Nous passons au deuxième texte, si vous voulez bien. Et désolé de vous avoir interrompu au milieu, comme ça. Avec plaisir. Donc, deuxième texte choisi par Mohamed Hadi, qui est un extrait de l'ouvrage « Interpellation sur les réformes, rôle de l'intelligentsia ». Parce qu'enfouir la tête sous le molle oreiller de l'illusion néolibérale ne fait qu'amplifier des risques apocalyptiques. Parce que la société sombre dans les affres des déchirements et des dysfonctionnements qui balaient de larges pans de la société. Parce que le discours grandiloquent n'a jamais été cathartique, tout au contraire, qu'il ne fait que réconforter le vice, la surenchère, le flou et le recours à des formulations sibyllines. Parce que la société marocaine plonge vertigineusement dans une faillite morale où le présent a la couleur de laideur, de violence et de distorsion. Parce que ces distorsions se profilent derrière une prétendue théorie du complot et continuent d'être masquées par des discours encenseurs et attrape-tout. Parce que la culture doit constituer une arme de résistance pour régénérer la différence, ressusciter l'authenticité, relancer l'engagement et l'harmonie pour que l'hypocrisie cesse d'être cet hommage que le vice rend à la vertu.
Parce que le politique, au lieu de rester au service de la vie sociale et de la promouvoir, ne fait régner que défiance et peur. Parce qu'une boue innommable a immaculé le visage de la société et cette souillure a fait oublier l'image de ce pays qui a tant donné sans jamais s'essouffler et qui a tant enfanté sans jamais s'épuiser. Parce que les innombrables démissions et les compromissions de l'intelligentsia ont laissé l'épidermique et le paraître se déchaîner et les espaces de débat s'effiloquer. Parce que les situations des grands cataclysmes sociétaux sont celles où le festif, le consensuel et l'extrême misère sont inscrits au menu quotidien de l'individu et où l'impermanence est au cœur de la vie sociale sous le masque d'un unisson illusoire et d'une prétendue paix angélologique. Il faut agir. Selma. Bon, j'ai entendu un message positif néanmoins, malgré tout. Et dans ce message positif, il y a culture, outils d'harmonie. Moi, je dirais aussi culture, outils de débat, outils de communication et d'acceptation de l'autre. Voilà. Merci. Réaction de Cécile? Moi, j'aime beaucoup la dernière phrase. Il faut agir parce que cet impératif d'action, je pense que c'est précisément, quand on parle des territoires, c'est précisément là-dessus en fait qu'on s'interroge. C'est comment agir. La phrase suivante, c'est comment agir. Et là, précisément, c'est sur ces interactions entre les différents types de territoires, les différentes intelligences de ces territoires qu'à mon avis se trouve une ressource encore trop peu utilisée. Cécile, moi qui te croyais bon élève, je vois que tu n'as pas fait tes devoirs et que tu n'as pas donné un texte, mais comme je sais que tu es bon élève, je suis sûr que tu vas trouver dans ta tête bien faite une citation, un texte que tu aurais aimé lire et dont tu vas nous rendre compte à l'instant. Alors, moi, effectivement, je suis orléanaise, mais j'ai découvert les voix d'Orléans récemment, donc... Et je trouve que ce projet lié à la philosophie des Lumières est intéressant et passionnant même. Donc je citerai volontiers Montesquieu, qui disait « Nous défendre quelque chose, c'est nous en donner envie ». Et à travers cette citation, j'interrogerai volontiers aujourd'hui à quoi avons-nous accès sur ces territoires? Et finalement, l'accès à la ville, est-ce qu'on a tous accès à la ville et à ce qu'elle offre? Est-ce qu'on a tous accès à ces fameuses métropoles? Est-ce qu'elles représentent en termes de capacité de création, d'innovation et derrière de croissance? Je pense que cette problématique ultra classique, on est bien d'accord, que pose Montesquieu, elle est très intéressante aujourd'hui à regarder de ce point de vue de la métropolisation en cours, non seulement en France, mais dans le monde. Merci beaucoup. Alors, je voudrais qu'on commence par quelques précisions. En gros, le thème nous invite à nous pencher à la fois sur les villes et sur les territoires. Est-ce qu'on parle exactement de la même chose? Alors j'aimerais bien que vous nous disiez, en partant de vos territoires, le Maroc, la Tunisie, la France et toute ton expérience, quelle est l'importance relative de chacune de ces deux dimensions dans votre pays? Mohamed. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau du Maroc, on ne peut pas penser, on va se penser autrement qu'en territoire pluriel. Territoire pluriel, c'est-à-dire que finalement, chez nous, les territoires prennent encore le nom de construits sociétaux. De construits sociétaux, il y a autant de construits sociétaux vernaculaires que de territoires. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est justement ce glissement qui nous amène à confondre territoire et espace. Autant le territoire est un bassin de vie, est un espace de mouvance, autant l'espace est un lieu géographique sur lequel on peut agir et réagir pour peu qu'on se conforme aux documents d'urbanisme, pour peu qu'on se conforme aux normes. Et donc on construit, et on construit généralement sur quelque chose qui a déjà été construit. Je parle des cités, je ne parle pas de la ville, je parle de la cité. Ce qu'on appelle, que beaucoup de touristes connaissent sous le nom de Médina.
de Médina. Et justement, la ville, qui est un élément exogène pour nous, mais c'était beaucoup plus, nous l'avons connu avec le protectorat, où on a la nouvelle ville, la nouvelle ville qui a été justement collée sur la cité. Et la cité qui est le résultat ou la résultante d'un espace de culture, d'un espace d'action et de réaction et de proaction, ville et territoire, ville et périphérie. Pas au sens ni de Samir Amin, ni de quelqu'un d'autre, mais justement cette cité qui se génère à partir des territoires environnants et cette cité qui impacte positivement le vivre ensemble, le bon vivre ensemble, et non pas un vivre ensemble comme ça tout cru. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de ville nouvelle au Maroc. Si. Alors, avec l'urbanisation et l'urbanisation croissante, est-ce qu'on n'en est pas à créer des villes maintenant dans des endroits où il n'y a rien? Je vous réponds en deux mots. Actuellement, nous avons justement une équipe qui travaille sur les villes nouvelles, sur les villes nouvelles, et nous avons un problème justement avec les villes nouvelles parce que ce n'est pas dans nos pratiques les nouvelles, plutôt les villes relais, nous les connaissons à l'image de la France, qui était le résultat justement d'expéditions sultanienne, mais le concept de ville nouvelle, qui est un concept nouveau où la ville, un petit peu, évacue son trop-plein, et tout le monde attend à ce que, finalement, le vivre ensemble de Rabat, ou le vivre ensemble de Casablanca, ou le vivre ensemble de Fès, ou de Meknès, ou de Tanger, ou de soit le même. Or, une ville, pour qu'elle puisse se constituer une âme, elle constitue une âme dans les temps longs. Dans les temps lents, et elle est considérée comme étant une ville dortoir, une ville fourre-tout, une ville où on a essayé de se débarrasser derrière un concept tel que VSB, tel que ville sans bidonville. Et je crois que jusqu'à présent, il y a une gestion assez souple. Assez souple, c'est vrai que toute nouvelle expérience comporte des erreurs, je ne dis pas des fautes, mais des erreurs, des erreurs, lesquelles erreurs sont rattrapables et rattrapées dans le temps moyen, et nous avons déjà vu quand même quelque chose comme la Salah al-Jadida, c'est-à-dire la Nouvelle Salé, une ville qui est en train de prendre justement en profondeur, qui est en train de vivre, et non pas une agglomération. Voilà. Merci. Selma. Oui, alors en Tunisie, la problématique est un petit peu particulière parce que nous avons vécu pendant longtemps avec un territoire qui a été morcelé en toute petite entité à connotation administrative avec un objectif de maîtrise des populations essentiellement et un objectif de sécurité. Aujourd'hui, on est en pleine gestation vers la définition de nouvelles entités où on doit définir des territoires complémentaires et où on doit identifier les articulations entre ces morceaux, je dirais, du territoire, pour faire des morceaux du pays, pour faire émerger des territoires homogènes. Et je crois que ça, c'est une problématique d'aujourd'hui qui est en pleine gestation. Donc, comment passer d'un paysage national qui est certes pas très grand, mais qui est quand même morcelé en plus que 400 communes, comment faire en sorte que ces 400 communes soient structurées en quelques territoires homogènes, disons. Cécile. Moi, je parlerai des villes matures, des villes existantes, donc des villes européennes ou américaines. Et la question, me semble-t-il, qui se pose aujourd'hui dans leur relation au territoire, c'est est-ce qu'on a affaire à des villes trous noirs ou à des villes étoiles? Ce que je veux dire par là, c'est que, on le sait, les villes sont des concentrés d'innovation, de richesse. C'est là que sont nées toutes les grandes révolutions intellectuelles ou technologiques, la Renaissance, la révolution industrielle, aujourd'hui la révolution numérique. Et la question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'elles vont
absorber toute la créativité et être visiblement concentré toute cette capacité à créer de la richesse au détriment des territoires. Et c'est une question qui se pose avec acuité aujourd'hui en France à travers ce qu'on appelle la crise des villes moyennes, dont on voit les centres-villes s'effondrer sur eux-mêmes, tomber. Ou alors, est-ce qu'elles vont être des étoiles, c'est-à-dire diffuser, rayonner vers ces territoires et finalement construire avec ces territoires une relation où elles vont à la fois puiser de la créativité et en retourner. Donc, me semble-t-il, derrière cette question entre la ville et le territoire aujourd'hui, il y a la question de comment des lieux à la densité, je pense que le concept est important, extrêmement différentes, vont pouvoir créer du lien et non pas le détruire. Je peux ajouter Selma, quelque bien chose. sûr. En réalité, il faut ajouter aussi qu'en Tunisie, il y a bien entendu des villes connues en tant que telles et qui ont été très fortement, disons, captives de l'ensemble des ressources nationales. Les grandes villes comme Tunis, Sfax, Sousse, Bizerte ont défini une partie du territoire national en opposition avec le reste et ont accaparé, pour des raisons multiples, tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la création de la richesse, c'est-à-dire le PIB national. Et le problème aujourd'hui, c'est aussi comment rééquilibrer et comment faire en sorte qu'émergent des villes capables de seconder Tunis et capables d'être du même niveau que les autres villes. Combien il y a d'habitants à Sfax? Alors, Sfax, c'est 600 000 habitants. Et la grande Sfax ou 900 000. 900 000. Non, alors non, attendez. Lorsque je dis les 600 000, c'est le grand Sfax. Et les 900 000, c'est le gouvernorat de Sfax, c'est-à-dire c'est Sfax avec sa zone rurale et ses communes rurales. Dans le cas de la Tunisie, qu'est-ce qui est plus important pour comprendre les problèmes de développement? C'est la distinction entre ville et territoire ou la distinction entre littoral et intérieur du pays? Alors, les deux à la fois. Pourquoi les deux à la fois? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a vu avec la Révolution, on le savait déjà, mais c'est devenu criant, tout le déséquilibre qu'il y avait entre les villes du nord-est et du centre-est, les villes littorales et le reste du pays. Mais de notre côté, lorsque vous regardez à l'intérieur au niveau de ces villes, vous allez aussi trouver autour des territoires en besoin de développement. Donc, il y a à la fois une problématique de développement entre le littoral et le reste du pays et une problématique de développement des villes avec leur territoire. Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Mohamed, parce que je trouve que ça pose une question essentielle. Vous avez dit que l'urbanisation était apparue avec la colonisation. Or, premièrement, l'urbanisation est un phénomène qui est né hors de l'Europe il y a 6000 ans, plutôt dans le Moyen-Orient, je ne confonds pas les régions, mais je veux dire pas dans l'Europe. Deuxièmement, aujourd'hui on est confronté à quelque chose de fondamental, qui est que l'urbanisation elle est partout dans le monde. Le chiffre le plus impressionnant que j'ai trouvé récemment, c'est la Chine va s'urbaniser d'un États-Unis, 340 millions de personnes, dans les 20 à 25 ans qui viennent. Donc, on ne peut pas concevoir l'urbanisation d'aujourd'hui comme étant quelque chose qui va pouvoir se faire uniquement sur la construction, la destruction, en s'asseyant sur la Médina. C'est quelque chose de beaucoup plus important. Comment voyez-vous ce défi de la ville nouvelle? Je voudrais juste revenir d'abord, relativiser justement la ville. Prost, je crois, il dit que la chose que nous avons réussi le moins est la ville.
Et jusqu'à présent... Ou alors, au contraire, ville intelligente, c'est un pléonasme parce qu'on n'a rien fait de plus intelligent que la ville. On y arrive. Donc c'est une quête et la quête, qu'est-ce qu'on quête, qu'est-ce qu'on cherche? Finalement, c'est la sociabilité. La sociabilité et la socialité et le vivre ensemble, un bon vivre ensemble. Finalement, et on voudrait, logiquement, que la ville soit un peu le microcosme qui reflète la réalité de tout le territoire, de tout le territoire. Et que quelque part, cela passe justement par une meilleure redistribution à la fois des services publics, mais aussi des occupations et rendre aisée la mobilité sociale. La mobilité sociale qui induit la mobilité aussi, pas au sens de l'accessibilité, mais beaucoup plus au sens de l'intégration et de l'intégration sociétale d'une manière différenciée, mais en tout cas, on ne doit pas se sentir quelque part les uns exclus et les autres, les autres. Et qu'est-ce qu'on voit justement au niveau du Maroc, qui connaît justement la même courbe ascendante, c'est qu'on est pas à moins de 63% d'urbanisation au Maroc, et que quelque part, ce n'est là, et lorsqu'on se saisit de la problématique au niveau du comment, on peut se dire, on est en train de se civiliser, on est en train de s'urbaniser. Mais par contre, lorsqu'on se saisit de la préoccupation, on tombe, à partir du pourquoi, c'est parce qu'on a oublié justement le reste du territoire. Imaginez que jusqu'à présent, il n'y a pas une carte sanitaire. C'est-à-dire, à un moment, on dira, alors basta, à Rabat, il y en a tellement de cliniques, il y a tellement d'hôpitaux, il y a tellement de CHU, et si on pensait aux autres, et c'est dans cette perspective en tout cas qu'a été affichée justement la régionalisation. Là, on voit la régionalisation. Non, ça ne se fait pas comme ça. Je crois qu'elle aggrave le déséquilibre. Alors maintenant, le défi, ce serait justement de revenir, et l'appel, disons le SOS, nous vient justement de l'Occident, où on assiste à un mouvement, assez pâle, mais en tout cas qui se dessine, où l'on quitte l'agglomération pour le territoire. Et partant du principe, on est arrivé justement au concept un peu, j'allais dire, incompréhensible que celui de la métropole. Des villes qui s'étendent sur 150, 200, 300 km, où plus personne ne rencontre personne, où il n'y a que des échangeurs et il n'y a que des guichets automatiques, et que la sociabilité, justement, on va en pâtir. Pour donner une illustration, toujours sur la Chine, il y a maintenant la métropole, ou ils n'appellent pas ça comme ça, mais enfin la métropole est une unité qui existe, qui est une unité urbaine dans laquelle on circule assez rapidement, à l'intérieur de laquelle on circule avec des trains à grande vitesse. Les petites métropoles font de 50 à 80 millions d'habitants, ce n'est pas des kilomètres. Et les grandes métropoles font de 80 à 120 millions d'habitants. Donc on est devant un truc qui est absolument considérable en termes de chiffres. Comment est-ce que tu vois cette problématique soulevée par Mohamed ? Cette dernière problématique, effectivement, finalement des limites de la ville. Qu'est-ce que cette ville qui s'étale, qui n'en finit pas de s'étaler ? Moi, elle résonne. Je pense à une ville en France qui est la championne de l'étalement urbain. Et ça se passe plutôt bien, plus ou moins, c'est Toulouse. Alors ça se passe bien parce qu'on est à Toulouse, c'est une ville en fort développement, il y a une qualité de vie indéniable, il y a un climat qui aide. Mais quand vous regardez le développement de Toulouse depuis 30 ans, jusqu'où ça va aller ? Aujourd'hui, Toulouse, l'aire métropolitaine de Toulouse, ça va absorber, c'est Montauban, toute cette région. Et c'est une ville assez fascinante parce qu'en plus, il se trouve qu'elle est jumelée à la ville américaine la plus étalée qui s'appelle Atlanta, qui est une des villes les moins denses des États-Unis, qui, pareil, n'en finit pas de s'étaler. Et fait très intéressant, d'ailleurs, on voit aux États-Unis une reprise de l'étalement urbain. Là où tous les urbanistes, les architectes disent qu'il faut densifier la ville. La ville de l'étalement urbain n'est pas la ville compatible avec la lutte contre le changement climatique, c'est la ville des distances. En l'occurrence, aux États-Unis, c'est la ville de la voiture, en France aussi, d'ailleurs. À Toulouse, c'est un énorme sujet. Donc cette question, en réalité, il y a une tension très forte en ce moment où on peut voir au même endroit à la fois une densification du cœur de ces métropoles, et Toulouse, le cœur va très bien, et en même temps une ville qui n'en finit plus de s'étaler. Mais jusqu'où ? Et aujourd'hui, on en arrive presque à un point où finalement la notion de périurbain n'est plus tellement la notion de pertinence, c'est plutôt du périrural. En France, c'est moins vrai qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui sont des pays beaucoup plus denses. Mais on a inversé le regard qu'on portait sur le territoire. Et finalement, on a des taux d'urbanisation en Europe qui dépassent allègrement les 80%.
Et derrière, finalement, cette question que ça pose, vous avez dit l'accessibilité, c'est pas forcément le problème, ça pose quand même cette question, parce que dans des zones très peu denses, et là on est dans des villes qui en s'étalant deviennent moins denses, ça pose la question de la capacité à accéder à un certain nombre de services, d'infrastructures sociales, y compris en France, où là on a un énorme sujet de ces mobilités du quotidien, là, celles qu'on fait tous pour la plupart entre 10 et 100 km, où on est pour l'heure condamné à la voiture et où on a une offre en réalité de services urbains de mobilité extrêmement pauvre. C'est des territoires qui ne sont pas couverts par des offres pensées en tant que telles, parce que c'est des territoires où il faudrait raisonner en bassin de vie, là où on a raisonné jusqu'alors avec des logiques administratives. C'est l'agglo, c'est la commune, donc c'est pas moi qui fais la ligne qui va bien aller en termes de train, en termes de bus. Donc là, il faut vraiment faire, je pense, une vraie révolution copernicienne. L'étalement urbain, pour le traiter, il faut partir des usages, il faut partir des gens, il faut partir des réalités du quotidien et arrêter avec ces logiques descendantes, verticales, régionales ou nationales d'ailleurs, hein, mais en tout cas très administratives. D'ailleurs, Selma, la Tunisie a mis en place une politique de décentralisation après 2011, si je comprends bien. Et alors, à quel niveau territorial et avec quels outils et quels acteurs vous faites ça ? Tout est en chantier encore. Donc, on avait un pays très fortement centralisé parce que pendant longtemps, l'enjeu était la construction de la nation. Et la construction de la nation passait par Tunis, mais finalement se retrouvait aussi pour Tunis. Et la constitution de 2014 a consacré, je dirais, a défini un objectif et a consacré 2 stratégies. Un objectif, l'objectif d'un plus grand équilibre de développement régional ou territorial. Et les outils, c'est la décentralisation d'un côté et la discrimination positive de l'autre. Et les 2 chantiers sont actuellement en cours. On a des élections en perspective, des élections au niveau territorial en perspective imminente. On a un chantier, un nouveau code des collectivités locales, un chantier, une nouvelle fiscalité, parce qu'il faut financer les villes, il faut financer le développement local. Et donc jusqu'à présent, la fiscalité locale est epsilon, c'est 2,5% de la fiscalité nationale. Donc il y a à réfléchir la fiscalité, mais il y a eu aussi des mouvements migratoires extrêmement importants vers Tunis, et redécentraliser et reconstruire des villes importantes implique nécessairement des moyens, pas uniquement des moyens financiers et fiscaux, mais aussi des moyens humains. Comment le faire dans un contexte où on est fortement soumis à des contraintes d'équilibre budgétaire? Comment faire en sorte que l'on puisse développer les collectivités locales, recruter davantage de personnes sans alourdir les budgets? Ce sont vraiment des chantiers en cours de construction. Mais l'enjeu aussi, c'est probablement développer les stratégies de développement local et faire en sorte que les différentes villes définissent leur propre vision, arrêtent leur propre stratégie et choisissent là où elles veulent aller. Merci beaucoup. Mohamed Trépigne. Sur le même, je voudrais, avant de rebondir sur la densification, la dédensification, justement, en parlant de cela. Et je disais que la ville se construisait pas pour et avec les populations qui devraient en être les bénéficiaires. Et voilà qu'on se prenne, je ne sais pas, en tant que démiurge, à fabriquer la ville contre les populations. Fabriquer la ville contre les populations et selon un objectif déterminé, dit modernité, obéir à une modernité. Je suis en train de voir dans mon pays, en tout cas à Rabat et Casablanca, une laideur monumentale, un pays de 300 jours, je suis pas en train de faire de la promotion touristique, de 300 jours de soleil par an, mais où l'on construit justement des villes avec des devantures en verre, avec un effet de serre monumental, alors que quand même il y a un savoir-faire,
subissent un effet de serre, justement comme ici. Mais alors que je crois quand même qu'il faudrait prendre le temps, enfin prendre de la distance et dédensifier la ville, justement, pour qu'elle puisse respirer et que les siens puissent respirer et qu'on est arrivé à un degré de promiscuité, moyennant, accompagné d'un laxisme au niveau parce qu'on ne peut pas penser la ville sans le foncier aussi. Sans le foncier, et lorsqu'on pense la ville et le foncier, lorsqu'on trouve que la spéculation au niveau du foncier est en train d'handicaper des villes et d'emprisonner la ville, de la prendre en otage. Juste 2 mots, pour rebondir justement sur la décentralisation. Or, qu'est-ce que nous avons au niveau justement de la décentralisation? C'est que nous étions 16 régions et nous sommes actuellement 12 régions. Rassurez-vous, nous sommes en train de reprendre l'exemple français à quelques années-lumière. Derrière, et nous ne donnons même pas le temps de l'apprécier pour voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Est-ce que c'est pas bon? Nous sommes à 12 régions comme vous, comme 12 régions, et que les 12 régions, chacune devrait produire justement une synthèse, plutôt une stratégie de développement, et que la stratégie nationale ne serait autre que la synthèse de la stratégie, on en parlait il y a un moment, de la stratégie nationale. Et quand je pense que c'est dans certaines régions, plus exactement 8 régions sur 12 n'ont pas encore produit à mi-mandat leur stratégie de développement régional. Je me dis, pour qui régionalisons-nous? Pour la parade, pour la carte postale ou pour les populations concernées? Merci beaucoup. Je sens quelques éléments de désaccord chez Cécile, et je trouve que les désaccords, c'est ce qui fait les bonnes discussions. Donc surtout, ne faites pas semblant d'être d'accord, dites où vous avez des divergences et expliquez-nous pourquoi. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, Mohamed, sur la densification. Alors, effectivement, quand on demande aux gens, et récemment ça avait été fait par, je crois que c'est Le Monde qui avait publié ce sondage, quand vous dites aux gens quelle ville vous souhaitez, alors vous dites la ville connectée, surtout pas, et la ville dense, surtout pas non plus. Or, dans tous les colloques on va, les séminaires avec des urbanistes, architectes, il faut densifier la ville. La ville dense, c'est la ville qui consomme moins d'énergie. Moins d'énergie par tête d'habitant. Par tête d'habitant, effectivement. Et en gros, vaut mieux New York que la magnifique banlieue américaine, toute verte certes, mais qui ne l'est pas du tout dans ses usages. Et donc là, je pense qu'il y a un thème vraiment qu'il faut absolument traiter, puisque vous dites qu'il faut faire pour les habitants. Donc là, il faut... Peux-tu nous parler de la densité, de la créativité, de la densité de l'innovation, etc. aussi? Oui. Alors, sur le thème de la densité, alors moi aussi je vais faire ma pub, c'est dépliant touristique. Non, juste pour revenir sur la ville haussmannienne. En réalité, la ville haussmannienne, il y avait une exposition absolument passionnante l'an dernier au pavillon de l'Arsenal. On redécouvre un petit peu la ville haussmannienne au sens où c'est d'une modernité incroyable justement en termes d'esthétique, de densité. Avec Haussmann, on a inventé un rapport entre l'espace public et le bâti qui est très beau, et Paris, sachez-le, si vous ne le savez pas déjà, moi j'avais découvert ce chiffre avec stupéfaction, c'est la 5e ville la plus dense du monde. Paris ne se compare pas ni à Berlin ni à Londres, Paris se compare à Dhaka au Bangladesh, au Caire en Égypte, et c'est la ville haussmannienne. Le long des boulevards haussmanniens, vous pouvez atteindre des densités jusqu'à 40 000 habitants au kilomètre carré. Et la densité moyenne de Paris intramuros, c'est 21 000 habitants au kilomètre carré. Donc il y a une synthèse. C'est possible de produire, je pense, une synthèse entre du beau, et je suis d'accord avec vous que l'esthétique de la ville, on a tous droit à une belle ville où qu'on soit, et du très dense. Et sur la densité, puisque tu m'y invites, Francis, cette densité des habitants, c'est aussi effectivement une densité de la créativité, parce que la ville, on est des animaux politiques, et donc politique au sens aristotélicien, on veut être dans des villes. Et c'est aussi parce que la ville, c'est le lieu de la rencontre et le lieu du projet. Mais je pense que pour précisément avoir une densité inclusive et qui ne soit pas une densité subie, il faut aussi penser la densité des activités. Et de ce point de vue-là, j'aimerais citer l'exemple d'une ville comme Boston. Boston, ville américaine, dont le projet en gros, c'est de ne pas devenir ni San Francisco ni New York, c'est-à-dire la ville de luxe inabordable. Et Boston, comme pas mal de villes américaines, est très polarisée entre très pauvres et très riches. Il y a 2 ans, elle avait été nommée la ville la plus justement inégalitaire des États-Unis. Bon, ce qui a fait réagir, vous l'imaginez, les Bostoniens. Et le maire actuel s'est dit, finalement,
Il y a beaucoup d'innovations autour de moi à Boston, autour, il y a Harvard, il y a les plus grandes universités du monde, mais dans ma ville, elle est où l'innovation? Et il allait installer un centre d'innovation au cœur du quartier le plus déshérité de Boston, qui s'appelle Roxbury. Quand vous tapez Roxbury sur Google, les premiers thèmes qui viennent, c'est criminalité, assassinat. Et donc il s'est dit, je vais attaquer au cœur du problème. C'est un peu de l'acupuncture urbaine façon Curitiba. Il a mis son centre là. Ça veut dire quoi? On parle beaucoup de police de proximité, de renseignement de proximité. Faisons de l'innovation de proximité, c'est-à-dire mettons là où on veut créer de la densité de projet, de la densité de créativité, les lieux pour... Et le projet de Roxbury, alors l'effet qu'on commence à observer, c'est qu'il y a une gentrification de ce quartier, mais néanmoins, on crée de la diversité de projets, de la diversité de gens. Il n'y a plus seulement des pauvres et des familles déshéritées, et on est en train de refaire partir la ville du cœur, finalement. Merci, on va vous passer la parole. Est-ce qu'il y a un micro s'il vous plaît, pour que vous fassiez des commentaires 2-3 ou vous posiez des questions, et puis ils vous répondront, et ensuite on continuera notre discussion, mais pour pas attendre la fin où on a l'esprit plein de trop de choses. Qui a une question à poser ou un commentaire à faire? Voilà, le monsieur qui est là. Oui. Vous nous dites qui vous êtes, s'il vous plaît. Oui, je suis Bertrand Schkorn, je suis maire de Marot-Auprès, pas loin de la métropole d'Orléans. Et justement, je voudrais qu'on recentre un petit peu sur Orléans. Ça serait intéressant par rapport à ce que... C'est votre page de publicité, alors? Non, parce que je suis en dehors. Non, je pense qu'on est à Orléans. C'est important d'en parler aussi, de rebondir par rapport à ce qui a été dit sur notre métropole. Et moi, je suis en dehors, donc c'est pas tout à fait là. Et je voudrais dire, à Orléans, on s'est peut-être mal débrouillé parce qu'il y a 4 schémas de cohérence territoriaux qui se développent, plutôt qu'un par rapport à pas mal d'endroits. Je voudrais dire, on parle de Toulouse, qui est une ville, une métropole très peu dense, mais je veux dire que celle d'Orléans est 2 fois moins dense. Puis je viens de vérifier, c'est 800 habitants au kilomètre carré contre 1600 à Toulouse, donc c'est dire que c'est quand même un peu différent. On sait que la métropole, et c'est un peu des ambitions, mais voudrait quand même énormément valoriser et développer des emplois à haute qualification. Alors comment faire la jonction avec les espaces périurbains, périruraux comme vous voudrez, pour que ça se fasse bien? Et je crois que c'est vraiment une question qui est au cœur du débat et que nous avons entre les maires des périurbains et les maires de la métropole pour avancer dans ce côté-là. Mais d'un côté, je vois que les ambitions de développement de population, puisque l'INSEE dit sur les 15 prochaines années de 30 000 habitants de plus sur l'ensemble de l'aire urbaine, qu'il soit clair que ça comprend non seulement la métropole, mais les 100 communes qui sont autour, et que dans les objectifs, la métropole en veut 30 000, les territoires périurbains en veulent autant. Et comment transformer ce qui est une sorte de petite rivalité, même si on s'entend très bien, en quelque chose de constructif pour l'ensemble de l'aire urbaine. Merci. Une autre intervention? La dame qui est là, s'il vous plaît. Muriel Cheradam, je suis maire adjointe d'Orléans, je suis chargée de l'urbanisme. On voit effectivement que la ville dense est effectivement l'avenir, sauf qu'aujourd'hui, les habitants cherchent à habiter dans des villes peu denses et notamment avoir la campagne en bas de chez eux. Et on voit arriver effectivement des populations qui, au départ de leur vie, sont dans la ville dense, qui partent élever leurs enfants à l'extérieur et qui reviennent dans la ville dense. Donc, est-ce que la ville dense a vocation à être finalement un début et une fin de vie, ou est-ce qu'on peut avoir toujours une multifonctionnalité, notamment avoir un habitat diversifié et garder des populations finalement hétérogènes dans une ville qui ne répond pas toujours aux attentes? Un autre point de vue, une autre question? Bon, on a déjà pas mal de choses à répondre. Juste une précision, si vous permettez, sur le rapport entre la ville dense et la périphérie, c'est que la question ne se pose pas nécessairement de la même façon dans le monde, et qu'une des choses essentielles dans les villes, c'est de ne jamais parler de la ville, mais de toujours parler de les villes qui ont leur histoire, qui ont leurs problèmes, etc. Mais c'était juste un petit commentaire en passant. Mohamed. Je ne sais pas,
je suis un petit peu sidéré par la perception du territoire. Et que finalement, le territoire se ramène à la ville. Et que quelque part, je ne sais pas s'il y a un rural ici dans la salle, j'en suis un, et que je crois que le territoire d'abord englobe, c'est le cœur, la ville n'est que le cœur battant d'un territoire, lequel territoire a aussi, est à la fois rural et urbain. Et que lorsque nous parlons, une ville intégrée et intégratrice se doit de reproduire justement le territoire dans lequel elle se meut, elle se meut, et non cet espace j'allais dire, d'opposition in et out, et que quelque part, je voudrais tout simplement qu'on puisse revisiter, je ne suis pas passéiste, revisiter le rôle de la ville, à travers l'histoire. À travers l'histoire, et non pas quand on veut véritablement être on vient vers la ville et du coup, on aggrave. Moi, je m'inscris dans cette triangulation en développement, territoire et risque. Et risque, et que quelque part, lorsqu'on oublie les autres trop souvent, ils ne nous oublient pas. Et généralement, si nous ne nous occupons pas d'eux, le jour où ils s'occuperont de nous, ce n'est pas dans le sens généralement le plus attendu. Le plus attendu, et nous commençons à vivre cela au Maroc d'une manière terrible, parce que justement la ville ne doit pas être un espace d'antagonisme principal. Là, c'est ma rechute des années 70, d'antagonisme principal, et justement il faudrait prendre la ville en tant que microcosme, en tant que miroir qui reflète la réalité du territoire. Mais s'il reflète justement ce développement où il y a des inclus et il y a des exclus, là, nous n'avançons pas. Où est le développement dans ce cas? Il y a quelque chose à dire. Peut-être sur la question que vous posiez, monsieur, là, sur le lien entre Marot-Orléans et toute la problématique de la densité dans la métropole. Alors, peut-être que cette métropole est moins dense que la métropole toulousaine dont on parlait tout à l'heure, mais il y a quand même, un gros éléphant dans la pièce qui est Paris, quand même pas très loin, et le positionnement géographique d'Orléans tout à fait particulier par rapport à l'agglomération parisienne. Juste sur le point que vous soulevez, je pense que moi j'aimerais y répondre en faisant écho aux propos que j'avais tout à l'heure sur les mobilités du quotidien, parce que typiquement Marot-Aupré, on est exactement là-dedans, et on est dans cette réflexion sur la mobilité comprise au sens d'espace-temps de nos activités du quotidien, parce qu'effectivement nos activités du quotidien, donc c'est aller travailler, c'est aller faire ses courses, c'est aller faire telle ou telle activité sportive, et cette question que vous posez et que j'abordais rapidement tout à l'heure, finalement, nous intéresse au sens où on s'aperçoit qu'autant on a beaucoup travaillé sur le sujet des mobilités, les mobilités plus courte distance, donc du cœur de ville, où là on a une offre multimodale fantastique, y compris des offres à bas coût, que sont la marche à pied, le vélo, ou la trottinette. Ou la trottinette, pour ceux qui ont envie. Et puis on a beaucoup travaillé aussi précisément sur les mobilités au-delà des 100 km. Et là encore, on a des offres à bas coût, on a des low cost, on a quelquefois des possibilités de voyager quand ça marche peu cher dans un train. Mais finalement, sur ces franges-là, les mobilités du quotidien, les 10-100 km, là, il n'y a pas d'offre à bas coût, il n'y a pas d'offre multimodale. Donc là, on a un énorme creux, y compris d'ailleurs parce que c'est hors champ des autorités organisatrices de mobilité, parce que ça n'entre pas dans la carte administrative, je le disais tout à l'heure. Et là, il faut absolument réinventer, trouver des solutions. Donc les solutions passent sans doute par le numérique. Je pense qu'il ne faut pas en faire le nouveau Graal, mais quand même. Ça passe aussi par une réflexion sur des infrastructures physiques. Mais peut-être avant tout, puisqu'on est sur une table ronde qui parle d'intelligence, l'intelligence, c'est quoi? C'est apprendre, comprendre et raisonner. Donc déjà, bien comprendre comment se font ces mouvements. Et je pense que là, il y a beaucoup de travaux à faire. Aujourd'hui, on peut voir comment les gens se déplacent, savoir pourquoi ils se déplacent, c'est un peu plus compliqué. Et à cet égard, j'aimerais juste, je lance ça dans le débat, je viens de voir que Google, l'initiative de la ville sur Google qui s'appelle Sidewalks, se lance dans l'assistance aux métropoles américaines pour l'instant, sur le thème, nous, on vous crée un outil, à partir de toutes les données qu'on a, et Dieu sait s'ils en ont, qui s'appelle Replica, où on a identifié des modèles de mobilité récurrente et où on peut vous dire pourquoi les gens se déplacent. Donc là à suivre, mais ça,
Si ça se développe, ça sera vraiment une révolution dans la compréhension et donc derrière dans l'action, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui le sujet c'était d'agir sur ce thème-là. Sur l'autre thème de la densité et de finalement que veulent les gens, et qu'on ne construira pas la ville contre les gens, on est bien d'accord. Moi j'ai été très frappée là, en arrivant hier soir à la gare. Donc vous êtes en train de densifier là en face de la gare, ce qui était avant, alors excusez-moi, moi ça fait, j'ai eu mes références anciennes, le cinéma, le Paramount. Il y a donc un immeuble, on construit sur l'immeuble. Et donc ça c'est une belle opération de densification, en plus le bâtiment est intéressant. Alors cette question-là, c'est la question à je ne sais pas combien de millions d'euros, mais la question qu'elle pose derrière aussi, je pense, elle pose la question des aménités du centre-ville, elle pose la question de la qualité des espaces publics et de l'accessibilité à ces espaces publics. Et là encore, je pense que sur cette ville, je parlais tout à l'heure de la crise de certains centres-villes. Il y a une vraie question de la ville des rez-de-chaussée aussi. Est-ce que c'est une ville où on a envie de se promener? Parce que cette ville verte, finalement, vers lesquelles vont les familles, c'est aussi une ville de la balade, de la flânerie, ce qui est fondamentalement, initialement, aussi la ville. Donc je pense qu'il faut revenir à cette ville-là. C'est pas simple en termes urbanistiques. Et je sais que beaucoup de villes travaillent là-dessus. Mais sans ça, je pense que c'est illusoire, effectivement, de redonner une offre de ville attrayante à ces familles. Je t'ai trouvé bien conservatrice dans ta définition de l'intelligence. Qu'est-ce que tu ajouterais? Je vous demande d'abord, donc l'intelligence c'est essentiel puisqu'on parle maintenant de ville intelligente, de territoires intelligents, et il y a une grosse bataille il y en a plein, mais une qui est qu'est-ce qu'on entend par intelligence, par espace intelligent au niveau des territoires et de la ville. Donc, redis-nous les 3 mots que tu as dit, c'est... Alors, moi, je mets quiconque au défi de montrer que c'est conservateur, c'est apprendre, comprendre et raisonner. Suffit. Apprendre, comprendre et raisonner. Apprendre, comprendre et raisonner. Alors, d'abord, il y a quand même maintenant au moins 9 types d'intelligence reconnus, dont l'intelligence émotionnelle, pour n'en citer l'intelligence relationnelle, etc. Est-ce que, pour la ville, on n'a pas intérêt... Et si quelqu'un a le temps de vérifier sur son téléphone, puisqu'il y en a qui le font, vous pourriez nous donner la liste des 9 points. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une intelligence plus riche qui nous concerne, puisqu'il s'agit des territoires, des villes et de l'endroit où on vit, et ça nous conduit à la qualité de la vie? Je crois que moi, je retiens les 3 mots maîtres, enfin apprendre, comprendre et raisonner. Je crois que là, il y a une opposition à faire entre le politiquement correct et le scientifiquement correct, quand même. Je crois qu'autant le politiquement correct, autant la ville, ou plutôt les décideurs pour la ville ou les décisionnels au niveau de la ville, ont intérêt justement à faire dans le temps court, autant justement le scientifiquement correct, prendre de la distance pour essayer justement de se donner le temps d'apprendre, de comprendre, c'est-à-dire l'intellectuel. Tout simplement. L'intellection tout simplement, et lorsqu'on veut comprendre une ville, on ne la comprend pas sans ceux qui l'habitent, ceux qui la meuvent, ceux qui la changent. Ce qui la change, je ne veux pas voir une ville qui serait statique, mais une ville, justement, où il y a, justement, qui s'inscrit dans la territorialisation, la déterritorialisation et la reterritorialisation. Et là, je reprends à mon compte, justement, l'intelligence territoriale. Et l'intelligence territoriale n'a, pour moi, de légitimité que si, justement, elle me permet de reconstruire, non pas dans le passé, pas au sens vernaculaire, mais un relationnel. Un relationnel, c'est-à-dire que finalement, de ne pas tomber dans cette anomie, c'est-à-dire une ville sans normes, on va tout simplement dans cette individualisation outrancière où l'on passe sur l'autre, sans se rendre compte, où la ville serait justement un espace de vie, un bassin de vie, et je relaie un petit peu ce que vous avez dit ce matin, et que ne serait-ce qu'au niveau de cette confusion au niveau de l'éducation et de l'instruction qu'on met dans un seul et même sac, l'éducation, c'est-à-dire il y en a plus de ça à l'école. Or, l'éducation commence depuis la maison jusqu'à la fin. On n'arrête pas de s'éduquer. L'instructionnel, justement, il faudrait revenir à ce qui est humain. Et c'est cela le progrès, avec un grand P. Je ne sais pas, je crois que c'est le professeur Kahn qui disait ça hier. Le progrès avec un grand P, c'est qu'il faudrait qu'il soit anthropocentrique. Or, malheureusement, nous sommes en train de démultiplier des choses d'accessibilité, des choses qui permettent justement de s'améliorer, d'aller de l'avant, mais on n'améliore pas l'humain en faisant cela.
Selma. Oui, moi j'ajouterais peut-être à cette définition de l'intelligence des villes quelque chose qui, pour moi, est essentiel, mais qui peut-être n'interpellerait pas les autres parce qu'ils ne sont pas dans des contextes où ils vivent des situations similaires. Je dirais qu'une ville intelligente doit être nécessairement une ville qui maîtrise son devenir, c'est-à-dire qui peut décider de ce qu'elle veut être. Or, si je reparle de Sfax, Sfax en 2006, en 2002 déjà, avait développé une stratégie de développement de Sfax 2016. Et dans cette stratégie qui a été définie par des citoyens appuyés par une expertise locale, a préconisé la fermeture d'une usine de production de phosphate qui pollue la ville. Il y a eu des actions citoyennes qui ont abouti à une décision politique. La décision politique de fermer la SIAP, cette usine qui pollue la ville de Sfax, en novembre 2011. Donc on a les pouvoirs s'étaient à l'époque engagés à mettre tout en œuvre pour fermer l'usine en novembre 2011 et on avait préparé les scénarios qu'il fallait pour, bien entendu, préparer la ville à l'après-SIAP. Mais il se trouve qu'avec la Révolution, tout a été remis à terre. Et aujourd'hui encore, la ville a la SIAP. Et aujourd'hui encore, la société civile, et dans le cadre de la stratégie Sfax 2030, en milite encore pour que la SIAP soit fermée. Et dans un pays où le pouvoir est fortement centralisé et où les villes ne maîtrisent pas leur devenir, il est difficile d'être intelligent. Ou bien on a aussi une forme on développe une forme de schizophrénie. La question de l'intelligence de la ville nous permet de passer sur la notion de smart city. Et étant donné que smart, c'est pas exactement la même chose que intelligent, Missika, qui est l'adjoint au maire de Paris, qui est chargé de ces questions-là, parle d'astucieux. Mais bon, en gros, la question, c'est on fait rentrer les technologies. On fait rentrer les technologies de l'information, le numérique, dans la gestion de la ville. Et quel est l'intérêt que ça représente, selon toi, Cécile ? C'est vrai que la notion de smart city, on peut débattre à l'infini de sa définition, mais l'idée, c'est effectivement, je dirais, qu'on ajoute un nouveau matériau à la construction de la ville et déjà à sa compréhension. Qui est un matériau intéressant, donc les données qu'on produit tous, mais que produisent aussi les infrastructures, parce qu'on peut mettre l'intelligence vraiment dans l'infrastructure, dans le bâti. Donc avec ce nouveau matériau, on peut à la fois, alors débat classique, là aussi des lumières, hein, sur le rôle de la technologie, le pire, le meilleur, et on peut à la fois en espérer une ville au plus près des usages, c'est-à-dire qui nous dit réellement comment les gens vivent dans la ville. Par exemple, sur la question des mobilités, on a aujourd'hui le moyen de savoir comment on se déplace de facto et non pas avant, quand on voulait comprendre comment on se déplaçait dans une ville, on regardait un plan de métro ou un plan de bus pour aller du point A au point B. Je dois prendre cette ligne. Et aujourd'hui, on a la réalité des déplacements. Donc on a une sorte de révolution copernicienne. C'est à partir des gens qu'on peut comprendre comment ça se fait réellement. Donc ça, c'est le côté positif parce que ça donne vraiment des outils supplémentaires aux gestionnaires de la ville, mais pas qu'à eux. Et c'est là qu'on entre peut-être dans la pente un peu plus préoccupante. Vous parliez de la société de confiance et qu'implique la ville. Là, on est aussi dans une ville où on voit débouler de nouveaux acteurs. J'en ai cité un tout à l'heure, Google, mais il n'y a pas que lui. Donc, qui ont précisément, dont le métier, c'est de connaître par cœur, et dont, j'allais dire, la source de la richesse, c'est de connaître par cœur nos usages. Ils nous connaissent très très bien, ils nous connaissent même dans notre sphère intime, puisqu'on les utilise tous les jours chez nous, tous ces réseaux sociaux. Donc là, il y a des nouveaux acteurs. Si tu me permets, juste un chiffre que je viens de voir, à propos de l'histoire de Cambridge Analytica et de Facebook. Si vous faites 75 likes sur Facebook, on vous connaît aussi bien Facebook vous connaît aussi bien qu'un ami lointain. Si vous faites 150 likes sur Facebook,
Et Facebook vous connaît aussi bien qu'un membre de votre famille. Et si vous faites 300 likes au total sur Facebook, Facebook vous connaît aussi bien que votre compagnon ou que votre compagne. Excuse-moi. Donc là, il y a quand même une vraie question sur qui va gérer et comment le projet, vous parliez du projet politique d'une ville, qui va mettre en œuvre le projet politique, parce que c'est vrai que vous parlez à Google d'une concession de service public, c'est pas vraiment sa préoccupation. Donc et là, je pense que il ne faut pas du tout ni d'angélisme, ni de catastrophisme. Il faut une attitude rationnelle, analyser, comprendre, raisonner, vraiment inspirée par cette philosophie des Lumières, et bien voir les forces en présence, comment on peut travailler avec, et comment nous, en tant que citoyens, on peut aussi prendre la main, parce que derrière, il y a ça. Alors, je voudrais juste préciser que ce serait très bien si chacun d'entre vous nous disiez d'abord où en est le numérique dans la gestion des territoires dans votre pays. Parce qu'on a un peu une idée de comment ça se passe ici. On ne sait pas tous comment ça se passe en Tunisie et au Maroc. Commencez par nous donner une idée de ça et ensuite réagissez aux propos de Cécile. Non, moi, je voudrais juste réagir d'abord par rapport à ce que vous avez dit. Enfin, j'ai mis énormément de réserves quant à ces dénominations, ces appellations de smart city. Ville intelligente, comme s'il y avait des villes bêtes. Et quelque part, oui, enfin, au numérique, j'ai l'impression que c'est une nouvelle complexification de la société déjà complexe. Enfin, déjà complexe, et que quelque part, aussi bien au niveau de la ville, au niveau de vivre ensemble, et que quelque part, on est en train justement d'intégrer la ville dans le management, dans le marketing, et de faire un nouvel espace de spéculation dans le cadre d'un système néolibéral où le marché compte, et dans cette histoire, on ne s'adresse plus qu'aux solvables. Et que les laisser pour compte, cela n'intéresse personne. Mais à l'intérieur de cette ville distendue, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons justement, elle devient un espace d'invective, un espace où l'on s'affronte plutôt que d'être un espace où l'on se rapproche, un espace d'altérité. Je vous le dis en toute sincérité, au niveau des villes, par rapport aux villes, on continue justement, il y a les réseaux sociaux, et puis justement, ces technologies d'information à laquelle on arrive difficilement à s'adapter. Justement, c'est encore très, 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 très chaud, c'est encore très, j'allais dire, c'est la patate chaude. La patate chaude, on la passe à l'autre, on la passe à l'autre, et que je voudrais juste, lorsqu'on inscrit le territoire, dans le cadre justement du management, du marketing, on ouvre la porte à la sécurisation, à ce concept qui voudrait qu'on isole justement l'aléa pour agir dessus. Et on arrive non pas à la gestion, à la gouvernabilité, mais on arrive à la surveillance. On arrive à la surveillance et où on est de plus en plus véritablement à l'étroit dans un espace qui, au lieu d'être justement un espace de sociabilité, devient un espace de surveillance, devient un espace de déclenchement des peurs. Au point qu'on a peur de la peur et finalement on ne va plus vers l'autre. L'autre est suspecté selon des culpomètres. C'est peut-être un extrémiste violent, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être en fonction justement de ses origines. Et cet espace devient véritablement étouffant et je ne crois pas qu'on puisse véritablement encore mériter le nom de société au sens classique du terme. Merci beaucoup. Salma. Oui. Alors, il y a en Tunisie une stratégie nationale numérique, la Tunisie Digitale 2020. C'est encore une stratégie top-down, donc stratégie sectorielle nationale, avec des axes e-gov, e-education, e-health, e-commerce. Et dans le e-gov, la gestion des collectivités locales est concernée. La dernière nouvelle, c'est que le 15 avril, nous pourrons avoir nos extraits de naissance gratuitement sur Internet. Donc voilà une date claire qui vient d'être annoncée, mais aussi, par exemple, un certain nombre d'autres opérations, par exemple les registres de commerce, l'accès aux registres de commerce peut se faire automatiquement et gratuitement par Internet. C'est un énorme progrès, néanmoins.
ça pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'il faut aussi se dire quel est le taux de pénétration d'Internet en Tunisie. Combien de Tunisiens ont accès à Internet et pourront se servir de ce service. Et donc l'enjeu, c'est aussi d'améliorer ces taux de pénétration. Quel est le taux de pénétration des téléphones mobiles en Tunisie? Bon, tout dépend comment on définit. Moi, j'ai trouvé des chiffres assez variables. On parle de quelque chose qui frôlerait les 80%, mais on parle aussi de 35% des ménages. Alors, bon, lorsqu'on passe de ménage à citoyen, qu'est-ce que ça implique? Le taux de 80% tient probablement compte du fait que beaucoup de personnes peuvent avoir à la fois un ordinateur et un taux de téléphone portable. Donc, disons, les chiffres que j'ai trouvés sur ça varient entre le 35% des ménages connectés à Internet et un taux de pénétration de 80% qui serait le meilleur en général, dont je ne connais pas tout à fait la définition exacte. En général, accès à l'Internet, on le compte par ordinateur. Oui. Et la pénétration des téléphones mobiles, qui pose une question accessoire, qui est la proportion de téléphones mobiles intelligents, smartphones, par rapport aux autres. Mais en gros, maintenant, on est dans plusieurs pays à plus de 100% de pénétration des téléphones mobiles, parce qu'il y a plein de gens qui en ont 2, quelquefois 3, je les plains. Et vous avez des chiffres sur le Maroc? Oui, j'ai des chiffres, c'est le double pratiquement de la population. L'accès au portable, je viens de dire ça il y a comme une dizaine de jours, c'est pratiquement le double de la population. Et l'accès, justement, à l'Internet, il se fait avec une facilité terrible. C'est pour ça, si vous me permettez, que je pense qu'il faut arrêter de dire il y a des gens qui n'ont pas accès. Il y en a encore, mais ça devient de moins en moins important. Et il faut poser la question de la formation, de la montée en compétence des gens, qui devient la question essentielle, notamment au niveau des villes. D'ailleurs, il y a un chiffre intéressant dans le dernier Observatoire du numérique pour la France, à 2017. Effectivement, sur les chiffres de taux de possession, de pénétration, il n'y a pas de sujet. C'est au gaz, Internet à tous les étages et smartphone à tous les étages. Mais il y avait un chiffre que j'avais trouvé intéressant, c'est que 42% des habitants des villes moyennes se disaient ne pas profiter des opportunités offertes par le numérique. Et au-delà des chiffres objectifs de je possède de smartphones et d'ordinateurs, il y a ce sentiment derrière, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, et notamment en termes d'opportunités professionnelles, économiques et de services urbains. Là-dessus, sur la France, j'ai une opinion très claire. La France a peur, elle a peur de la technologie, et donc les gens hésitent à se lancer dans quelque chose. Les médias, responsabilité assumée, les médias font partie de la diffusion de la peur, et je trouve que ça paralyse plein de choses dans l'utilisation à des fins personnelles et collectives et sociales des technologies. Selma veut dire quelque chose. Je voulais aussi dire qu'il y a un programme d'inclusion financière qui ou choisit le téléphone portable comme vecteur de l'inclusion financière. Et c'est un chantier. Ça a commencé souvent comme un élément de statut et maintenant c'est un facteur d'inclusion, etc. On va passer à une dernière question, on repassera la question à la salle si vous en êtes d'accord, mais je vois que... Il y a une petite précision, je voudrais juste dire que finalement le portable a tellement supplanté les autres moyens de communication que finalement, parfois, au sein des familles, on se retrouve que finalement ce sont les aînés qui regardent à l'écran de télévision. Et que les autres ont les yeux véritablement, ils sont à l'intérieur de leur portable, et que quelque part ça fait un petit peu ringard que de regarder un écran de télévision, de regarder des informations de 8 heures ou je ne sais pas quoi. Et que autre chose, c'est que justement les réseaux sociaux ne sont pas un palliatif à la peur. C'est qu'ils peuvent présenter des impressions, parfois des choses comme ça balancées, parce qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilisation, et qu'on est dans l'anonymat, et qu'on balance sur l'arène sociale des informations qui peuvent être létales, qui peuvent être destructrices. Alors allez-y, infirmez cela. Et parfois le gouvernement monte au créneau pour dire non, ce que vous avez entendu n'est pas bon, mais entre-temps, les dégâts sont déjà faits. Les dégâts sont déjà faits, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous.
Le dernier point que je voudrais ajouter, on peut se demander si cette table ronde ne porte pas en fait aussi sur le phénomène de la métropolisation. On a parlé des villes, on a parlé des territoires. Tu as évoqué une fois le mot métropole. Et comment est-ce que tu vois cette question de la métropolisation, peut-être comme englobant tout ce dont nous avons essayé de parler jusqu'à maintenant? Effectivement, je pense que la métropolisation, si on essaye de la définir, alors il y a début 20e, la métropolisation, c'est des grandes villes soumises à une urbanisation rapide, et les questions qui se posent derrière, c'est le rapport ville-banlieue. Aujourd'hui, la métropolisation, c'est autre chose, c'est finalement la traduction spatiale et infranationale de la globalisation. Donc, c'est-à-dire que c'est le lien direct entre l'objet urbain, qu'on va appeler métropole, et la globalisation, c'est-à-dire avec ces paradoxes assez troublants, c'est que par exemple, quand on habite dans une grande métropole, on va se sentir plus proche des métropoles de taille similaire dans d'autres pays que de la ville moyenne qui est à 150 km de chez nous. La réalité, on aboutit à des paradoxes, et on ne va pas seulement se sentir plus proche, c'est qu'en termes de transport, on sera plus proche de ces villes-là. On mettra 1h30 en avion, tandis que pour aller dans ces villes, on pourra mettre jusqu'à 3 heures en voiture. Donc on est là dans une géographie réelle, pas seulement pensée, mais réelle, totalement différente. Et juste un chiffre qu'on prend rarement en compte, plus une ville est connectée à d'autres villes comparables lointaines, plus elle grandit vite. C'est-à-dire, ce n'est pas le taux de connexion au territoire proche, c'est le taux de connexion aux villes lointaines qui donne une indication et qui encourage le développement des grandes villes. Exactement. Et d'où la question, qu'est-ce qui se passe entre ces zones? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus dans ces zones métropolitaines? Et c'est une énorme question en France aujourd'hui, mais tous les pays qui connaissent ce phénomène de métropolisation se la posent. Ceci dit, on n'a pas encore remis en question les États dans notre discussion. Nous sommes tout à fait prudents. Mais le phénomène de métropolisation nous pousse-t-il vers un monde dans lequel les villes jouent un rôle plus important, à côté, pas à la place, à côté des États dans les relations internationales? J'aimerais bien vos positions à tous les trois là-dessus. La ville et non pas l'État. Je ne sais pas si... J'écoutais quelqu'un, il y a un mois ou un mois et demi, parler de la France. Et il disait que la France, la géographie de la France rétrécissait. Et rétrécissait au sens justement du déplacement. Il disait qu'il avait pris l'exemple justement entre Strasbourg et Marseille. Et il disait que pour aller de Strasbourg à Marseille, ou l'inverse, il fallait énormément de temps. Et puis maintenant, avec le TGV, c'est qu'auparavant, ça se comptait de longues heures. Et puis voilà que finalement, pour faire la distance, cela nécessite beaucoup moins de temps, et que finalement, on peut raisonner ça même au niveau international. Il y a actuellement une transnationale qui est en train de louer des jets qui permettaient justement à des boss de venir des États-Unis et puis de tenir leur réunion au niveau de la France et de repartir. Oui, alors je parlais tout à l'heure du modèle centralisé qui donnait une seule métropole en Tunisie, Tunis. Tunis est l'interface entre la Tunisie et le reste du monde. Et la globalisation passait à travers Tunis et le triangle autour de Tunis. Sfax, dès 2002, a commencé à se définir comme métropole. Elle s'est projetée comme métropole. La vision de Sfax, c'était Sfax métropole méditerranéenne de la haute technologie et de l'innovation réconciliée avec son littoral. Et cette vision de Sfax et la stratégie de développement de Sfax, de façon amusante, a été élaborée avec l'assistance de Barcelone. Et compte tenu de ce que nous connaissons aujourd'hui, de ce qui se passe en Espagne, les enjeux locaux et les problèmes que posent, ou la discussion qui se pose autour de la décentralisation et de l'émergence de d'autres métropoles en Tunisie et de la définition de d'autres centres de pouvoir repose de nouveau la question de l'unité nationale. Et les défis sont autour de cela. Alors, il y a des problèmes auxquels on réfléchit. Quid de la gestion des ressources naturelles, par exemple? Vont-elles relever des entités régionales ou restent-elles
nationale. Comment faire en sorte que l'on puisse développer des métropoles qui ont une autonomie et qui sont le vis-à-vis du reste du monde, tout en gardant cette unité nationale. La Tunisie est un petit pays, néanmoins ce sont des problèmes vrais. Sfax, c'est une ville où il y a une identité très très forte, et cette identité très très forte, elle est à la fois un acquis, mais c'est aussi potentiellement une menace. Ceci dit, vous mentionnez Barcelone, j'habite à Barcelone. Et à Barcelone, contrairement à ce que j'ai l'impression, votre impression, Barcelone n'est pas farouchement en faveur de l'indépendance. C'est plus les territoires en dehors. Et on y voit à Barcelone que la connexion avec le reste du monde contribue, et le fait qu'il y a une population étrangère importante fait qu'on a une attitude de relation avec l'extérieur plus qu'avec le reste du territoire, compliquée par une situation que vous lisez dans les journaux tous les jours. Comment vois-tu, toi, cette histoire du rôle changeant des villes dans la gestion du monde, si j'ose dire ? Alors, je pense qu'on en a eu un exemple assez parlant avec l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique. Je pense qu'une des raisons majeures pour lesquelles on est parvenu à un accord à Paris et pas comme on avait essayé de le faire quelques années auparavant à Copenhague en 2009, c'est parce qu'à Copenhague en 2009, on avait laissé de côté deux acteurs, les entreprises d'une part et les villes. Tandis que là, à Paris, l'intelligence de la négociation, disons-le, menée par la France, ça a été précisément, bien sûr, une négociation interétatique, ça, pas de sujet, mais d'amener les fauteurs de troubles, qui sont aussi les solutions, parce que ce sont les villes qui émettent 75% de gaz à effet de serre. Donc si on ne les mettait pas dans l'équation, évidemment, on ne pouvait pas leur dire après, bon, ben, maintenant vous faites le job, parce que c'est chez vous que ça se passe. Et là, ça a été un élément assez impressionnant. Je pense que alors il y a cette question ville-État, et n'oublions pas, vous allez penser que c'est une marotte, mais je pense que c'est très important, ces nouveaux empires. Moi, Google, j'appelle ça un nouvel empire. C'est pas seulement un empire économique et technologique, il y a aussi derrière un projet politique, c'est assez clair avec Facebook. Et quand on est une ville, on a finalement affaire aujourd'hui, bien sûr, aux relations avec les autres échelons territoriaux, mais aussi aux relations avec ces acteurs d'un genre nouveau que je ne sais pas définir autrement que par ce terme un peu impressionnant, j'en conviens. Merci beaucoup. Justement, monsieur souhaite le micro, on allait vous inviter à le faire. Non, je voulais juste dire quelque chose. Peut-être que beaucoup de gens dans cette salle vous connaissent. Non, est-ce que vous pourriez nous dire... Je m'appelle Jean-Pierre Sueur et je suis sénateur du Loiret, voilà. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur la fabrique avec Madame Cécile Maisonneuve. Je voulais juste lui dire, puisque vous avez dit il y a environ 30 minutes que quand vous êtes sorti de la gare ici, vous avez vu un bâtiment en construction, là où il y avait un cinéma. Et vous êtes posé la question de savoir si c'était bien de se promener sur cet axe. Je vais vous dire, c'est pas terrible de se promener sur cet axe. Puisqu'on est dans une métropole à Orléans, vous voyez, il y a un grand problème à Orléans, c'est qu'on a des mailles qui entourent la ville ancienne, qui n'est qu'une partie de la ville. La ville, c'est toute l'agglomération, en fait. Et ces mailles, dans les années 50-60, on les a transformées en autoroutes. Il y a plein de voitures qui passent. Et ça coupe, naturellement. Et c'est pourquoi il faut reconquérir ces mailles. Parce que la voiture a tout abîmé. Et c'est pourquoi je lance un appel, voyez-vous, gratuit, à la municipalité actuelle, celle de demain, celle d'après-demain. Il n'est rien de plus urgent à Orléans, et c'est un projet qui malheureusement est un peu en panne, que de reconquérir les mailles. Imaginez que sur cet espace, on soit comme mon cher monsieur Pisani, comme à Barcelone, les Ramblas, vous voyez. Il y a plein d'endroits des deux côtés où on se promène, il y a des arbres, quelques vélos, et voilà, et où on vive de manière conviviale. Ça changerait tout. Mais c'est quelque chose de terrible. Les gens sont habitués à cette autoroute. Ils disent c'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais non, je suis sûr que ça sera autrement, à condition qu'on ait le courage de s'y mettre un jour. Hein, alors il y a déjà eu des choses de fait du côté Sainte-Verte là-bas, je sais qui a fait ça, je connais bien, vous savez, pour le moment ça reste un parking, mais il faut qu'on puisse se promener, et ça fera qu'il n'y aura pas d'un côté la ville ancienne, après vous avez les faubourgs, les banlieues, mais non, il faut casser ça, mais pour casser ça il faut de la... Bon, j'arrête. Merci. Eh bien parce que je vous ai dit qu'on en a fait un morceau, mais il aurait fallu continuer.
Vous comprenez, avant Sainte-Verte, il y avait des voitures partout. Maintenant, il n'y a rien. Moi, je voudrais qu'il y ait un jardin, mais on met des tas de voitures qui sont sur un parking minable devant la salle Jean-Louis Barrault. Pourquoi c'est comme ça? Monsieur ça le peut être autrement. sénateur, J'arrête. Monsieur le sénateur, nous vous invitons à faire une réunion politique dans cette salle après. Et on va essayer de passer la parole à d'autres personnes. Non. Boujma-Israr, je ne suis pas sénateur, mais je soutiens quand même la proposition de M. Sueur pour un traitement intelligent de nos mailles. Je voudrais intervenir sur des pays un peu plus lointains. Et pour résumer, c'est la question des infrastructures orientées, entre guillemets, Smart City. Je pense surtout à l'Afrique du Nord, c'est ce que je connais un peu. Et puis, les étapes, peut-être, que peuvent éviter ces pays. Je pense en particulier, vous parliez tout à l'heure de smartphones et de téléphones. Il y a quand même eu un développement des téléphones, en tout cas, par exemple au Maroc, qui a été très différent, puisqu'ici on est passé au téléphone portable et le téléphone fixe était saturé, quasiment saturé. Au Maroc, il y avait très peu de téléphones fixes et en fait on a sauté cette étape. Voyez-vous? Donc je me demande s'il n'y a pas d'autres étapes qui peuvent être sautées, justement, évitées et aller directement. Je pense par exemple à Marrakech. Marrakech, maintenant, il y a des bus électriques. Il y a eu beaucoup de problèmes pour le mettre en œuvre et on comprend bien, hein, la technologie n'est pas non plus au bon endroit, au bon moment, mais il y a des vélos électriques. Alors, en tout cas, je ne sais pas si les vélos sont électriques ou pas, mais il y a des vélos comme on en a ici. Donc, il y a un certain nombre d'étapes peut-être qui peuvent être économisées. Merci. Une dernière question ou un dernier commentaire? Maurice Célin, citoyen d'Orléans. Je voudrais juste insister sur la pollution dans la ville, parce que Orléans, normalement, c'est une ville qui a un grand fleuve, qui a beaucoup d'arbres, etc. Et on arrive à des taux de pollution à certains moments très très importants. Donc, effectivement, avec les mailles, il y a encore sur la RD 2020 50 000 véhicules par jour qui passent. Comment rendre la ville respirable dans les temps à venir? Je crois que c'est un problème fondamental. Je constate avec désespoir qu'il y a que des hommes qui parlent. Enfin, je n'ai pas oublié qu'il y a une dame qui avait parlé tout à l'heure. Mais je suis sûr qu'il y a des dames qui ont des questions à poser et des commentaires à faire. Oui, j'ai dit, mais je trouve que la proportion est... Allez, madame, merci. Il faut prendre la parole. Evelyne Richard, je suis proviseur. Donc je pense un peu aux jeunes et aux lycéens et je pense aussi à la place des filles dans la ville. Voilà. Puisque vous posez la question, vous demandez une intervention de femmes. J'y pense d'autant plus qu'en tant que proviseur, j'ai eu à un moment donné à gérer cette situation d'une élève qui a choisi symboliquement de se couper les cheveux pour bien marquer son désespoir et son mal-être et son malaise au sein d'un quartier qui est très difficile sur Orléans, qui s'appelle les Carmes, et dans lequel elle se sentait très très mal. Et du coup, moi je pose la question globale de la politique de la ville et de la place des femmes dans la ville, et cette idée où pourquoi ce malaise, ce mal-être, et qu'est-ce qui se passe vraiment, puisqu'on parlait tout à l'heure de vivre ensemble, et le bon vivre ensemble, c'est aussi le vivre ensemble qui s'inscrit dans une égalité de droits, de territoire et d'accès à tous les services. Voilà, donc je suis à la fois sur le côté égalité femmes-hommes, et en même temps, je me réinterroge aussi sur la place des jeunes, le positionnement de nos jeunes dans la ville, et comment eux, ils vivent ça, les étudiants, les lycéens. Quelle place on leur réserve aussi dans ce vivre ensemble? Alors, c'est moi. Cécile me suggère de répondre à la question, enfin d'apporter un élément de réponse à la question de la femme. On a organisé au Monde une matinée de conférence sur la ville genrée, c'est-à-dire la ville et le genre. On a eu un documentaire fascinant sur les noms de villes, les noms de rues. Les noms de rue, à Paris, 85 ou 90% des noms de rue sont des noms d'hommes. Et il y a une municipalité, dont vous me pardonnerez d'avoir oublié le nom, où tous les noms de rue sont maintenant des noms de femmes. Merci.
Et puis à Vienne, il y a aussi un cas comme ça. Une des choses qui m'a le plus frappé, je ne sais pas du tout pour finir une conversation, mais ça m'a beaucoup frappé, il y a une sociologue qui a étudié la répartition et les mouvements hommes et femmes à la Madeleine et sur la place du Panthéon. Et elle a découvert qu'il y a des jeux de positionnement stratégique, etc., qui révèlent des inégalités atroces. Et, chère madame, il paraît qu'on retrouve ça absolument dans la cour de tous les établissements d'enseignement public ou privé d'ailleurs. Donc je pense que c'est une question essentielle, que c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai repris, si tu me le pardonnes, j'espère que tu me le pardonneras un jour, sur la question de l'intelligence, parce que j'ai fait partie de ces intelligences, de la compréhension des relations entre les gens, et j'ai rien à t'apprendre dans ce domaine, je sais, qui sont essentielles et qu'il faut faire sortir de nos conceptions, qui nous invitent et nous poussent à sortir de nos conceptions classiques et traditionnelles. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut apprendre et comprendre avec les sens, pas qu'avec le cerveau. Mais pour répondre à l'autre partie de votre question sur les jeunes, nous, on a fait un travail il y a 2 ans à la Fabrique de la Cité sur ce qu'on a appelé un peu, justement pour reprendre un vocable en vogue, les millennials et la ville. Moi, j'étais un peu énervée par ce thème, les millennials, la génération Y, et les pensées, les envies qu'on leur attribue. Et ce travail, on a réinterrogé, on a appelé ça les millennials, une légende urbaine précisément. Parce qu'en réalité, c'est un concept marketing qui est né qui a été créé par les grands services marketing des grandes marques de sport, suivez mon regard. Et le problème, c'est qu'à partir de ce concept, on est tenté de construire un certain nombre de politiques, parce que les millennials n'aimeraient pas la voiture, ne voudraient pas avoir leur propre appartement. Et en réalité, alors il y a assez peu de données en Europe, il y en a plus aux États-Unis. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce sont des projets ou des pensées que les générations du dessus, la mienne, leur attribuent, qui sont un peu nos regrets et nos échecs. Donc ça, il faut regarder beaucoup plus près, parce que souvent, il y a tout simplement, très banalement, j'allais dire, des préoccupations socio-économiques extrêmement puissantes qui font que ces jeunes renoncent intègrent l'impossibilité et ne font pas finalement ce qu'ils ont véritablement envie de faire. Donc ça, c'est vraiment une question, je pense qu'il faut creuser. Mais encore une fois, nous, on a été surpris quand on a cherché des données du relatif manque de recherche en la matière. Mohamed, brièvement, s'il vous plaît, s'il te plaît. Très vite, je voudrais revenir sur une réflexion de mon ami derrière qui parlait justement de du téléphone et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette inondation, justement, ce tsunami des smartphones, nous le devons justement à la privatisation d'un service public, justement, et qui a fait que nous sommes passés du l'utile, quelque part, au tsunami. Au tsunami, sans se préoccuper de est-ce que cela allait justement nous permettre d'aller de l'avant ou pas. Le deuxième élément, c'est justement la ville et la pollution. Et je fais traverser votre réflexion, monsieur, par-delà les frontières. Je voudrais construire un pont. Toutes les villes sont polluantes. Je vais beaucoup plus un degré de pollution, mais il n'y a pas une ville que je connais qui est véritablement une ville propre. Une ville propre, la ville est par essence polluante, aussi nuisante, ne serait-ce que de par le bruit, de par le bruit. Et le défi, madame, je fais mien de votre réflexion, et je dois dire que justement le lycée, jusqu'il n'y a pas très longtemps, le lycée ou le collège était considéré comme étant un espace de perturbation, un espace dont les pouvoirs voudraient très bien s'en passer, et au niveau de l'université, il est manifeste. Généralement, je parle de chez moi, les campus universitaires sont placés très 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 loin de la ville. Et que quelque part, c'est quelque chose dont on veut se défaire et qu'on voudrait justement isoler, alors que justement l'université doit être considérée comme étant, j'allais dire, le meilleur signe d'intelligence, c'est l'université. Et l'université de laquelle je parle, c'est l'université des années 70 qui nous a permis justement d'être ce que nous sommes, d'être des réfractaires, d'interpeller, et non pas un couvoir, et non pas un lieu de domestication et d'élevage. Moi qui étais en 68 dans les rues de Paris, je peux vous dire que je sais pourquoi on a changé
les universités, c'est parce qu'on avait peur des manifestations étudiantes. Et à Barcelone, par exemple, où le franquisme avait peur de la pensée indépendante de Barcelone, on a sorti les universités progressistes et on a gardé celles qui ne l'étaient pas. Donc c'est un vieux problème, mais qui... Alors, Salma. Par rapport à la problématique de la femme dans la ville, je voudrais évoquer deux choses. D'abord, il y a eu une innovation on sait que nous sommes des sociétés où la femme a peu de place dans la ville, dans l'absolu. Mais sauf en Tunisie. Y compris en Tunisie. Les cafés sont des espaces masculins. Et on a créé une innovation qui sont les salons de thé. Les salons de thé sont des espaces de mixité. Alors, deuxième chose, il y a eu à un certain moment un mouvement contre le harcèlement dans les transports publics. Les transports publics sont mixtes et les femmes sont harcelées dans cet espace. Et un premier mouvement a commencé à revendiquer un espace, des transports publics exclusivement féminins. Donc, rompre avec la mixité. Et à ça, une contre-réaction immédiate, une campagne d'affichage contre les harceleurs. Donc, l'autobus est pour moi, l'harceleur n'y a pas droit. Et ça marchait. Les premiers se sont tus, la mixité contenue dans l'espace, dans les transports en commun, j'ose espérer qu'il y a moins de harcèlement aujourd'hui. Je ne sais pas, j'en ai pas fait l'expérience. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer sur cette note extrêmement optimiste. Sur justement, on peut avoir peur de la ville et la ville pose des problèmes. Mais il faut bien comprendre qu'on ne résoudra les problèmes qui se posent à nous, notamment celui de la pollution, que si on le résout dans la ville. Donc c'est l'espace où il faut agir. Et en fait, nous sommes, grâce à vos réflexions, aux travaux que vous faites, aux outils dont on dispose aujourd'hui, en train de se poser la question et de commencer à agir sur les villes pour qu'elles s'améliorent, et nous aussi. Et qu'on arrive à une belle qualité de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.